tous les invités présents. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence en ce jour en réponse à notre invitation. Tout particulièrement à M. Corentin Guzman qui nous accueille gentiment dans ce lieu chargé d'histoire du Mons Memorial Museum. Nous saluons la présence dans la salle de Mme Laurie Isabelle du CIMB, Comité interculturel, Centre interculturalité de Mons-Bornage, et à présent aussi des deux personnes qui représentent le secteur éducation permanente et jeunesse de la province de Hainaut, Mme Nathalie Dubois et M. Atangana Maximilien. Nous avons reçu les excuses de Mme la vice-présidente du gouvernement wallon, Mme la ministre Christine Montréal, ministre de l'Emploi, de la Santé, de l'Action sociale, de l'économie sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes, vu son emploi du temps très chargé. Dans le cadre de sa politique de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, nous avons élaboré un projet félicité par la ministre. Une des phases de ce projet est l'organisation aujourd'hui de notre conférence débat. Les deux partenaires de cette organisation, d'une part, notre ASBL MSADA Foundation, représentée ici par M. Étienne Murinda Babicha, administrateur coordinateur. D'autre part, par l'ASBL Research, Réseau international recherche et génocide, représenté ici par son président, M. Deokrasias Mazina, professeur et chercheur à l'ULB. Le thème du jour s'intitule « Du racisme au génocide, une montagne à faire bouger ». Je vais vous présenter le programme de cet après-midi comme suit. Le mot d'introduction par M. Deo Mazina, président de Research. La parole sera donnée à M. Corentin Guzman pour le Mons Memorial Museum. Après, nous avons le docteur John Chimbiri, secrétaire général de Research, qui va parler du thème « La nature des racismes inducteurs et générateurs de génocide », les 10 étapes du génocide. Nous avons après, sûrement par visioconférence, Mme Nisha Mbouli, qui représente la directrice du MRAX à Bruxelles. Nous aurons un intermède musical avec Mme Ferienne Dideren, interprète de variété française. Une pause café. Et après, nous aurons l'intervention du docteur Vincent Depeigne, droit européen en matière de lutte contre le racisme et contre la xénophobie, par visioconférence. Et en dernier lieu, M. Denis Mpunga, qui parle d'une expérience de terrain, déconstruire les préjugés à caractère tribal, ethnique et racial, promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble. Ce sera par visioconférence. Nous terminerons la conférence par un débat, questions-réponses. Nos orateurs essaieront de vous répondre dans la mesure de leurs possibilités. Nous vous signalons que cette conférence va être suivie par Zoom. Je vais donner la parole maintenant à M. Mazina, modérateur de la conférence. Je suis appelé à prononcer son mot d'introduction, mais réellement, c'est vous mettre dans le contexte du colloque exactement. Je ne vais pas dire autre chose que la situation contextuelle. Bon, la lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination continue constitue l'une des priorités de 2024. Précise que le gouvernement entend porter une attention accrue à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment fondées sur l'origine. Force est de rappeler que la lutte contre les discriminations fait partie de l'accord de coopération du 12 juin 2013, accord qui a été signé entre l'autorité fédérale,
les régions, les communautés, afin de promouvoir l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Le racisme est une réalité en Belgique. Tout le monde le sait, mais c'est difficile à dire. Le racisme en cause s'observe dans tous les secteurs de la société, secteur de la mobilité, secteur du logement, dans les réseaux sociaux, du monde du travail, etc. Cela nous est rapporté par le Centre d'égalité pour les chances et pour la lutte contre le racisme, UNIA, dans ses rapports annuels. Au niveau européen, dans son 6e rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et contre l'intolérance a également exprimé la nécessité d'une approche globale et coopérative à différents niveaux. Mais aussi, les Nations Unies ont fait le même constat au cours de ces dernières années. Les discours de haine ont été annonciateurs des crimes atroces, y compris les crimes de génocide, d'où les recommandations au monde entier d'agir de concert pour les endiguer. Qu'il s'agisse des États, de la société civile ou du secteur privé, nous sommes tous responsables. Et cela va nous être bien éclairci par notre collègue Vincent Depeigne. Alors, comme le dirait aussi Madame Onisha, et il va nous l'expliquer aussi, chaque année, le racisme est le premier rapport pour lequel UNIA est saisi. Et chaque année, il ouvre 10% des dossiers de plus que l'année précédente pour les faits de racisme. Plusieurs dizaines de condamnations pour racisme ont également été prononcées par les tribunaux belges. La persistance de ces chiffres illustre le caractère systématique et structurel des discriminations raciales, comme nous l'explique Patrick Charlier, directeur de l'UNIA, dans ses différents rapports annuels. Et ceci justifie donc des actions et des mesures efficaces pour endiguer ce fléau. Voilà pourquoi le gouvernement de la région wallonne a commandité cette étude, ou du moins ce projet, et d'où est sorti le colloque d'aujourd'hui et le colloque qu'on a fait à Liège également. Au départ, le projet était subdivisé en 2 volets. Dans le premier temps, il s'agit de mettre en œuvre un projet de sensibilisation et d'éducation à la diversité et au vivre ensemble. Et dans un deuxième temps, il s'agit de mettre en exergue le processus raciste de déshumanisation qui peut aller jusqu'au paroxysme d'un génocide et de ses incalculables conséquences si rien n'est fait pour le prévenir. Concernant le premier volet, information, formation, sensibilisation, éducation à la diversité et au vivre ensemble, MSADA Foundation dispense déjà des cours de FLE, français langue étrangère, des cours d'alpha et des formations de la citoyenneté et à des primo arrivants. Bien qu'elle soit bénéfique, la maîtrise de ces cours et de ces formations n'a pas d'impact sur les préjugés que les migrants ont sur les Belges et que les Belges ont sur les migrants. De là est venue l'idée de faire rencontrer les Belges et immigrés dans un cadre où ils peuvent communiquer sans tabou. Dans cette expérience, la plupart se reconnaissent en tant qu'humains, mais au-delà de la communauté. Cela aussi, Denis Ponga pour en dire quelque chose. En ce qui concerne le deuxième volet, qui est celui de l'information, de la formation, de la sensibilisation sur le lien entre le racisme et le génocide et sur les conséquences du racisme qui peuvent aller jusqu'au paroxysme du génocide, l'approche de notre projet relève d'un schème causal. Le phénomène du génocide pouvant être perçu en fonction d'un autre phénomène également, qui lui est logiquement antérieur, et ça, c'est le racisme. On va essayer de démontrer et de décrypter les mécanismes du processus raciste
de déshumanisation susceptibles de conduire au paroxysme du génocide, il y a là comme une montagne à faire bouger. Corrélement et plus fondamentalement, nous essayerons de présenter et d'analyser les mesures de prévention pour que le plus jamais ça ne reste pas utopique. En ce qui concerne la spécificité et le lien entre le racisme et le génocide, il a été démontré dans une thèse de doctorat défendue d'ailleurs par l'un des intervenants d'aujourd'hui, que sur fond de cognition, le schème causal peut s'offrir comme schème d'intelligibilité d'une situation de génocide, à la suite notamment d'un processus de déshumanisation. Le schème causal peut donc se présenter comme schème d'intelligibilité d'un processus raciste de déshumanisation et processus précurseur, potentiel, inducteur ou générateur de génocide. Le génocide, comme dirait notre collègue belge, logicien d'ailleurs et philosophe, Jean Ladrière, le génocide sortirait ainsi de son immédiateté et de l'isolement que celle-ci implique en fait. La démonstration sera faite à travers le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Tablant sur le dernier état de la recherche scientifique en la matière, le réseau scientifique international et génocide, recherche et génocide, RESIRGE, se rend à l'évidence. Comme le génocide anti-juif qui l'a précédé, le génocide anti-Tutsi est l'aboutissement d'un processus raciste de déshumanisation qui a été porté à son plus haut niveau d'exacerbation. Dans plus d'un travail de recherche, le lien entre le racisme et ses dérivés génocidaires est clairement démontré. Dans cette hypothèse, les 10 étapes du génocide qui nous seront présentées par le docteur Mutimbili va nous décortiquer les 6 étapes et par après, M. Mbonga parlera de l'intégration et dans un système de citoyenneté. Et après, le docteur Vincent nous parlera du processus de lutte contre le racisme au sein de l'Union européenne. Monsieur Mbonga parlera du racisme et de la déconstruction des caractères tribal, ethnique et racial pour promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble. Il y aura Madame Ferriel qui va nous agrémenter par sa musique. Et de là, nous espérons qu'on pourra réunir tous ces éléments et les présenter dans ces rapports qui pourront aider à la construction des politiques anti-racisme en Belgique ou plutôt ailleurs dans le monde. Le programme vous a été présenté par Madame Mingo. Je ne peux plus le répéter. Ici, je n'ai pas cité M. Corentin et je le remercie parce qu'il a voulu bien nous aider à trouver la salle dans laquelle on peut travailler. On lui remercie beaucoup. Et je remercie d'autres partenaires comme le CIMB et l'association des jeunes éducation et jeunesse de Mons. J'ai essayé d'inviter le bourgmestre de Mons, mais je n'ai pas eu son mot. Et je pense qu'il le sait, mais il n'a pas pu se libérer pour venir. Voilà, je vais donner le mot à M. Corentin. Et voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Nous proposons actuellement une actualité extrêmement importante au Mons Memorial Museum, qui est en lien avec la question coloniale et aussi en lien avec la question du génocide. Mais avant tout, je voudrais excuser, comme vous l'avez dit, monsieur le bourgmestre de Mons qui n'a pas pu se libérer, ainsi que madame Leschwin de la Culture, qui évidemment nous soutiennent dans ce
travail que nous réalisons aujourd'hui. Ici, on est dans le Mons Memorial Museum. Alors vous allez me dire pourquoi dans le Mons Memorial Museum nous allons traiter de cette question du racisme, du génocide. Eh bien parce que avant tout le Mons Memorial Museum se positionne comme un musée de société. Un musée de société où on va parler des gens. Des gens qui, dans notre section permanente du musée, on va parler de l'Ancien Régime, des militaires, on va parler du 19e, de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant tout, on va parler des hommes et des femmes qui subissent à un moment donné des moments difficiles suite à l'occupation, les réquisitions, la déportation, l'exil. Évidemment, on aborde la question du génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui justifient le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici au Mons Memorial Museum. Et un autre élément, c'est que le Mons Memorial Museum, l'ensemble du contenu qui est présenté, aussi bien dans les expos permanente que dans le temporaire, eh bien, c'est de traiter de la question du témoignage. Et je vais commencer par là, en vous livrant un témoignage qui n'est pas très... qui pour moi est un témoignage en fait qui est complètement personnel. Je me souviens en 1994, devant ma télévision, j'avais 10 ans, et ne comprenant pas ce qui se passe, en voyant des images de corps sur le sol, et demandant à ma mère qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens de ma mère, la difficulté qu'elle a eue à trouver les mots justes pour expliquer comment des populations et selon quels principes se massacrent. Et ça m'est toujours resté. Et lorsque récemment, il y a 3 ans maintenant, Gilbert Douchimimana, qui est ici, revient vers la ville de Mons en proposant l'érection d'un monument en lien avec le génocide de 1994. Il m'a été amené, moi, en tant qu'historien, spécialiste des questions mémorielles, de trouver les mots justes pour pouvoir mettre sur un monument une phrase qui permet à tout le monde de se souvenir de ces moments difficiles, de se souvenir de ces populations qui étaient massacrées, ainsi que comment nous, en tant que Montois, habitants de Mons, on peut se raccrocher à cette question mémorielle, à cet événement qui s'est déroulé à des milliers de kilomètres, mais qui nous impacte encore tous aujourd'hui. Et donc c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et puis, par rapport au racisme, on a pu voir aussi récemment de nombreuses formes de racisme qui sont apparues et des besoins de montrer aux autres que ce racisme, ces discriminations étaient vécues. Et nous avons, au sein du Mons Memorial Museum, travaillé sur la question, entre autres, de la place des monuments en lien avec la colonisation dans l'espace public qui était attaquée par des activistes. Et nous avons souhaité apporter une réponse à cette problématique. Et c'est l'exposition qui est ici, l'exposition temporaire, Identité décoloniale, où nous avons travailler avec des personnes qui habitent Mons, qui sont issues du Congo, mais aussi évidemment du Rwanda. Et on a pu voir que dans les témoignages qu'ils nous ont laissés, les événements de 1994 restent fortement présents. C'est quelque chose qui marque et qui impacte. Et de là aussi, on a pu voir le lien entre la Belgique et on a analysé ça au niveau historique. Et on a pu voir la mise en place d'un système raciste issu des premiers colonisateurs allemands et repris par les Belges, et la responsabilité finalement de la Belgique dans cette distinction des races qu'il s'est déroulé au Rwanda et l'impact que ça a pu avoir. En outre, actuellement, nous accueillons dans la salle au-dessus de la grande expo temporaire, dans la salle Tucker, qui est une petite salle expo aussi temporaire, l'exposition de la province de Hainaut, des Hainaut Mémoires, sur la question du génocide. Et nous sommes particulièrement heureux de voir que de nombreux jeunes, de nombreuses écoles viennent la découvrir,
Et par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est notre rôle pour que les jeunes puissent prendre conscience que ça n'était pas il y a si longtemps que ça, et que ce sont des événements qui pourraient revoir le jour et que nous devons travailler concrètement dans l'explication de ces phénomènes pour complètement ne permettre pas qu'ils puissent réapparaître. Donc voilà, je vous remercie vraiment à tous d'être présents ici au sein du Mons Montréal Museum. Merci beaucoup, Corentin. On enchaîne directement avec le Dr Mutimbili. Dr Mutimbili, qui est philosophie en lettres, qui a un doctorat au départ d'une hypothèse potentiellement universelle et impliquant notamment le génocide anti-juif. Certifié de gestion en organisme interculturel, il est par ailleurs détenteur du master européen en médiation et son mémoire a porté sur la médiation en contexte post-conflit. Le dit travail a été précédé par un mémoire de licence sur l'aventure ambiguë de la colonisation en Afrique. M. Mutimbili a beaucoup travaillé sur l'éducation, qui est déjà professeur en français, et chemin faisant, il devient inspecteur pédagogique dans sa discipline au niveau national, et avant de collaborer aux organismes internationaux comme l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, le Centre de formation Cardaigne. Il est auteur de plusieurs articles scientifiques relevant de ces domaines de savoir. Mais Dr Mutimbili est actuellement secrétaire général du RESIG, Réseau international recherche et génocide. Il a fait plusieurs articles que je ne vais pas vous citer ici, mais dont une publication sur la mise en cause de notre histoire, entendez la histoire du Rwanda, dans Kigali, Cahiers des Centres, et une publication sur International Preservation News, le regard des priorités du monde. Et plus d'autres articles, y compris lors des commémorations du génocide en contexte coronavirus, et une trilogie d'hégémonie du génocide, de la médiation à l'immédiation, genre premier, paru dans EU de l'humanité. Dr Jean Mutimbili, à vous la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, responsables du Mons Memorial Museum, merci d'être l'incarnation vivante de la mémoire et des mémoriaux. Et Madame du Centre interculturel de Mons et du Borinage, merci pour votre implication effective, totale dans ce partenariat. Il m'a été demandé d'intervenir sur un thème spécifique dans le cadre du thème générique que vous avez sous les yeux, du racisme au génocide, une montagne à faire bouger. Thème générique. Thème spécifique sur lequel je vais intervenir, la nature d'un racisme inducteur et générateur de génocide. Les 10 étapes d'un génocide. Hypothèse à potentielle valeur universelle qui a été élaborée par un certain Gregory Stanton et qui peut être appliquée sur le Rwanda comme sur telle autre situation de génocide. Je développe mon sujet en 3 volets. Tableau triptyque. Est-ce qu'on a projeté ? Tableau triptyque, premier volet, les 10 étapes. Deuxième volet, application de l'hypothèse à potentielle valeur universelle sur le cas du Rwanda. Troisième volet, les mesures de prévention. À chaque fois, à chacune des 10 étapes, on pouvait prévenir. Voilà, vous suivrez pendant que j'ai mon texte sous les yeux. Première étape du processus génocidaire, la classification. En quoi est-ce que ça consiste? Division des personnes entre nous et eux, par des groupes en position d'autorité, selon l'origine ethnique, la race, la religion ou la nationalité. Eux versus nous. Ils sont juifs, nous sommes allemands, race arrière, pure. Eux, c'est de la vermine. Ils sont Tutsis, nous sommes des Hutus. Eux, la minorité d'origine étrangère, sont des cancrelats. C'est de la vermine. Ce sont des poux.
sont des rats, eux contre nous. Il y avait pourtant moyen de prévenir l'étape de la classification en développant des institutions universalistes qui encouragent la cohésion sociale. Deuxième étape. Avant d'aller à cette deuxième étape, je pense à Le Pen, le papa de la dame, là, le Rassemblement. Je lui dis, mais qui est-ce que vous préférez, les Arabes ou les Noirs? Je préfère les Noirs parce qu'eux, au moins, on les reconnaît de loin. Ces Arabes nous ressemblent un peu, surtout des infiltrés. Il faut donner des cartes d'identité aux Tutsis, parce qu'ils ressemblent aux Hutus. Eux contre nous. Ils se ressemblent tellement qu'on a du mal à les séparer. Mais il faut trouver des facticités, des moyens, de toutes pièces, élaborer une idéologie, eux contre nous. Deuxième étape, justement, la symbolisation. Identification des gens en tant que juifs, en tant que Tutsis, en tant que Roms, les gens du voyage, les distinguer par des couleurs, par des vêtements symboliques ou par d'autres indices de marquage. Deuxième étape, symbolisation. Aux yeux du bourreau, ces autres ne sont pas finalement si autres. Il faut donc les marquer. Il faut élaborer, il faut tout faire pour qu'ils soient autres. Parce qu'ils ne sont pas finalement autres. Les Tutsis, 14%. Les Hutus, 85%. Et une troisième composante sociale qu'on oublie souvent, les trois abattoirs, comme on les appelle dans ma langue maternelle. Mais un chercheur belge, Omer Marchal, a trouvé pendant la colonisation, c'était un agent colonial, que 66% de Rwandais sont des sangs mêlés. On n'est pas Rwandais à 85%. On est Rwandais ou on ne l'est pas. On n'est pas Rwandais à 15% ou à 14%. On est Rwandais ou on ne l'est pas. On n'est pas Rwandais à 1%. On est Rwandais ou on ne l'est pas. Alors, il faut trouver tout un système. Cet établissement de proportions ethniques n'a aucune base scientifique. On a dit vache, on est Tutsi. On en a moins, on est Hutu. Si bien que deux jumeaux pouvaient être l'un Hutu, l'autre Tutsi. Tant et si bien que pendant le génocide en 1994, des cousins germains ont massacré des cousins germains. Ils étaient devenus Hutus depuis 2 générations. Les autres étaient étaient de manière figée, restés ce qu'on avait voulu qu'ils restent. Prévention, il était possible. Rendre illégaux les symboles, rendre illégaux les discours de haine, rendre illégaux tous les signes de marquage, tous les signes de marquage, mais on ne l'a pas fait. On a par contre procédé à un système de désignation. Le brassard pour les juifs, la carte d'identité pour les Tutsis. De quels autres moyens va-t-on se servir au Rwanda pour désigner les Tutsis? 1. Le symbole du langage. Le langage, savez-vous, c'est la toute première forme de symbolisation du réel. Tout est coulé dans le mot, tout est moulé dans le mot. La mort est déjà coulée ou moulée dans le mot. Il se trouve d'autre part, et consubstantiellement, des supports matériels, carte d'identité à massue ethnique, qui date des années 1930-31, marquage des habitations, établissement de listes. Vous avez sans doute connu un film ici, la liste de Schindler, quelque chose comme ça. La liste sur laquelle on inscrivait des juifs. Troisième étape, la discrimination. Un groupe dominant qui utilise 1. La loi, 2. La coutume, 3. Le pouvoir politique, afin de nier les droits d'autres groupes. Comment a-t-on discriminé les Tutsis au Rwanda? 1. Déposséder les Tutsis de leurs biens. Les frustrer par exemple de leurs droits économiques et sociaux. D'une part, d'une manière tout à fait générale, loin de mener une campagne de pacification après l'exil des premiers en 1959, parce que tout commence en 1959, bien avant, une génération avant 1994. Tout comme chez les Arméniens, ça commencera bien avant 1915, 1916. Et c'est tout un processus. Alors, on va se partager leurs biens, on va se distribuer leurs terres, les Tutsis, on va se distribuer leurs terres, leurs vaches, les biens mobiliers, immobiliers, les boisements. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en 1964, au Rwanda, témoigne de certaines modalités de ce partage. Les Hutus, d'ailleurs, se sont bagarrés en se partageant goulûment, avec beaucoup de cupidité, les biens de Tutsis qui étaient partis à l'étranger. Donc, progressivement, exclusion des Tutsis par rapport aux droits sociaux, exclusion de la fonction publique, exclusion de la vie publique, vie économique, vie culturelle, vie artistique,
pour évoluer dans les affaires en tant que Tutsi, être un importateur, un grand commerçant, il fallait avoir l'aval d'un Hutu, généralement un officier, un politicien. Exclusion de la vie affective. Pas un militaire Hutu ne devait épouser une femme Tutsi. Le président Habyarimana ira jusque chez Mobutu, en République démocratique du Congo à l'époque, Zaïre, pour lui dire, mais certaines de vos autorités sont mariées avec des Tutsis de l'exil. Suivez-nous ça. C'est très dangereux pour la région. Donc interdiction de mariage, exclusion de la vie affective, exclusion géographique. C'est ainsi qu'on va envoyer des Tutsis déjà dès les années 59 à Rukumberi, à Sake, à Yihinga, à Nyamata. Et région impaludée, malaria. Les premiers qui arrivent, 5433 personnes, 105 hospitalisations les 4 premiers mois. Sur 37 naissances, juste à l'arrivée parce qu'il y avait la mouche tsetse, ça vous pique, vous devenez fou, vous tombez malade, c'est mortel. 32 enfants sur 37 sont morts à la maternité. Les tout premiers, 32 sur 37. Taux de mortalité, mouche tsetse. Quand une mouche tsetse pique une vache, la vache court. Moi, j'ai gardé les vaches dans les collines du Burundi, dans l'exil. Une mouche tsetse qui pique une vache, ça court dans tous les sens. 4e étape. Mais là aussi, j'ai dit qu'on pouvait encore prévenir. 4e étape, la déshumanisation. Toujours selon Grégory Santon. Déshumanisation ou affirmation par la propagande de la valeur moindre du groupe victime par rapport au groupe majoritaire. Les assimiler à des animaux, à des insectes, à des maladies. Donc, ces gens ne sont pas comme nous. C'est ainsi qu'on va dénaturer les relations sociales Hutu-Tutsi. Et ça commence à travers un texte du 24 mars 1957. Dit, le manifeste des Bahutu, il faudra suivre ces Tutsis. Les Belges sont des scientifiques, l'anthropologie coloniale belge, racisante, à partir de Gobineau, le comte de Gobineau. Il n'est pas possible que les Tutsis... Le Rwanda est tellement bien organisé, le Burundi, le Rwanda sont tellement bien organisés, que sans mécanisme, sans la mémoire des mécanismes de l'écriture, ce génie doit venir de quelque part. Ça ne peut pas être noir, ce génie d'organisation. Il faut qu'il soit venu d'ailleurs. Diffusionnisme des théories de l'époque. Ils doivent être venus de l'Asie. Ils doivent avoir un sang sémite. Une goutte blanche de sang dans leur veine. Il n'est pas possible qu'ils aient réalisé une telle organisation sans notre sang. C'est tout cela. Il y avait pourtant moyen de prévenir toutes ces aberrations, toutes ces élucubrations. Prévention, condamner rapidement et rendre culturellement inacceptable les discours et les crimes haineux, sanctionner l'incitation au génocide. On pouvait le faire, mais on ne l'a pas fait. Au contraire, l'autorité morale de l'époque, l'archevêque Monseigneur André Perrodin, encourageait cela. Et Radio Vatican l'a dénoncé en 1964, au lendemain des premiers actes de génocide, à Noël. 5e étape, conception de plans de meurtre génocidaires, en général par l'État, 1, 2 par l'armée, 3 par des milices. Le tout premier massacre date du 1er novembre 1959. On fait courir un bruit que des jeunes Tutsis ont molesté un Hutu, qui l'ont même tué. Il n'en était rien. C'était un sous-chef Hutu qui était en cause, un certain Dominique Mbonimutwa. Ce n'était pas vrai, mais on a fait courir le bruit. Les premiers Tutsis sont tombés. Pour être Tutsis, on pouvait pourtant prévenir, interdire l'adhésion à des milices, sanctionner leurs dirigeants, imposer des embargos, les armes de ce pays, des commissions d'enquête. Mais la Belgique tenait à voir le Rwanda comme marchepied pour l'accès au Congo. Les Congolais venaient de se révolter. Il fallait avoir une porte d'entrée pour le pillage du Congo. À la fin du 19e siècle, après la capitalisation du pillage colonial, la Belgique devient la première puissance industrielle mondiale. Ça, on ne le sait pas. Au lendemain de l'indépendance du Congo, la Belgique tombe au 37e rang. Il venait de perdre la plus-value congolaise. J'ai des amis belges qui me disent « Ah, mon fils a fait un enfant. Tout cela ne va pas nous ramener le Congo. » Il sait ce qu'il dit. Mais vous avez les Belges, moi j'aime quand même les Belges. Ils ont au moins su capitaliser le pillage. Que faisons-nous de nos pays, nous? On pille. On ne met pas le pillage au service de
des citoyens, pas de redistribution. Ici, au niveau chef, ça va redistribuer au pillage. Polarisation, 6e étape. Amplification des différences entre groupes par la propagande. Interdiction d'interaction entre les groupes. Meurtre de membres et modérés de groupes oppresseurs. Au Rwanda, les toutes premières formes de polarisation, en forme de polarisation, date de 1957, comme je vous l'ai dit, avec le texte du 24 mars 1957, le manifeste des Bahutu. Mais ça ira de 57 à 93, avec leur paroxysme en 1994. Ces premières formes les premières formes des interdictions, des interactions entre Hutus et Tutsis vont apparaître avec la déportation de ces Tutsis à Sake, à Gihinga, à Rukumberi, à Nyamata, comme je viens de vous le lire tout à l'heure. Et on commencera à tuer les premiers Hutus qui s'opposent à ce processus. Le président Kayibanda avait un cousin germain, Michel Rwagasana. Il a été éjecté par les Hutus parce qu'il s'opposait à une idéologie d'allure génocidaire. Une fois de plus, on peut prévenir, protéger ses membres modérés, protéger les groupes de défense, saisir leurs biens, les empêcher de voyager à l'étranger. Mais rien ne fut fait. 7e étape, préparation du génocide. Identification et séparation des groupes de victimes. Obligation de porter des symboles. Déportation massive. Isolement et famine planifiée. Famine planifiée. Enfermer les Tutsis dans des églises. Les leurrer. Regroupez-vous, on va vous protéger dans les églises. Regroupez-vous, mettez-vous sur des stades. On va vous protéger. C'était un leurre. Ils sont dans les marais. On les affame. On ne les tue pas. Ils restent dans un marécage pendant des semaines. Bouguessera, par exemple. Ils restent des semaines. Ils y meurent à petit feu. Et puis on viendra les achever. Donc, isolement systématique. On pouvait cependant prévenir, encore à cette époque. Aide humanitaire. Intervention internationale armée. Mais alors qu'il soit une intervention vraiment d'ordre majeur. 8e étape. Les victimes sont identifiées et ciblées en raison de leur ethnicité, de leur identité religieuse, comme ce fut le cas chez les Arméniens. Discriminés, obligés de porter des symboles, des biens. Les biens sont souvent expropriés de leurs biens. Vous comprenez que les Tutsis qui sont dans les stades, on commence à se distribuer leurs biens. Qui sont regroupés dans des marécages, qui meurent à petit feu, on se distribue leurs biens. Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Human Rights Locosi, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, vous trouvez dans l'édition Cartala, en 1990, pour la demi du génocide, isolement systématique. Donc. Et à l'heure du génocide, il est procédé à des supercheries plurifonctionnelles. Il faut les isoler. Il faut tromper la communauté internationale. Mais là encore, on pouvait prévenir. Par les organisations régionales, où était-elle? La communauté internationale. Qui a mobilisé la communauté internationale? Personne. Okay. Je vais assez vite parce qu'on vous donnera le texte. Remettez vos emails, vos numéros de téléphone, de préférence vos emails, et vous aurez le texte. Donc, plusieurs stratégies dans cet isolement. 9e étape, extermination. Début des massacres perçus par les tueurs comme des actes d'extermination et croient que les victimes ne sont pas pleinement humaines. On les a tellement appelés cancrelats, vermis, poux, rats, si bien que, à la fin, en les isolant en plus, on habitue la population à ne plus les voir. Camps de déportation, camps de travail des Allemands, isolement dans les marécages de ces Tutsis. On habitue progressivement la population à ne plus les voir, à se partager le bien. Et quand ils mourront, ce sera un peu de loin. Prévention, on pouvait là encore prévenir une intervention armée massive. C'est ce moment que la communauté internationale, MINUA, Mission des Nations Unies au Rwanda, dont un contingent belge, qui était dirigé par un certain Marshall aujourd'hui connu, eh bien, c'est ce moment qu'ils ont choisi, comme disent les jeunes Belges, pour se casser. Au lieu d'aider les gens qui étaient en train de mourir, d'être décimés massivement, la mission des Nations Unies, contingent,
ont préféré, comme j'aime cette expression des jeunes Belges, ils ont préféré se casser et laisser les Tutsis à leur sort. Aujourd'hui, bien des gens qui se sentent l'âme coupable sont dans les rangs négationnistes parce qu'ils ont la conscience chargée. Mais ils ne pourront pas se laver sans laver les mains ni sans essuyer les pieds, puisque ce génocide a été internationalement consacré, reconnu. L'étape, bien sûr, qui suit la fin, c'est le déni. Ah oui. Ils polarisent. Ils disent non, c'est pour des équilibres ethniques et régionaux au Rwanda, c'est pour que les Juifs ne pillent pas toujours le bien des... Ce sont des commerçants cupides, de la rapide, ce sont des voleurs. À chaque étape de déshumanisation, ils trouvent un prétexte. Et à la fin, dénégation. Le déni, la négation du génocide se tisse avec sa conception. Yves Ternon, l'état criminel, les génocides du XXe siècle. Négation par les auteurs d'un génocide, d'avoir commis ces crimes. Blâme souvent rejeté sur les victimes. Dissimulation de preuves, intimidation de témoins. On peut encore pourtant prévenir ces négationnistes. Poursuite des auteurs du génocide par un tribunal international. On a quand même essayé, on essaye, du moins pour les gros poissons. Ici, il y a une juridiction internationale pour juger des génocidaires. Ça ne suffit pas, mais c'est symbolique. Alors, il y a plusieurs formes. Il me reste combien de minutes là? Il me reste combien de minutes? J'aime le charme du retard africain, c'est bon. Alors, toute une série de panoplies, une panoplie, 6 minutes, ça me suffit un peu. Les négationnistes, premier argument, le présupposé d'une haine ancestrale entre Hutu et Tutsi. Faux. Contre-argument, Hutu et Tutsi ont sans doute toujours connu des guerres, mais jamais les uns contre les autres. Il a fallu l'anthropologie coloniale. Il y a toujours eu des guerres entre nous et dans nos voisins, avec nos voisins, mais jamais un Hutu et un Tutsi ne sont au nom de cette identité. Tous les auteurs sont formels. Belges, Américains, Africains, tous. Aucune guerre Hutu versus Tutsi avant la colonisation. Il a fallu cette anthropologie coloniale, diffusionniste. Ah, ils sont venus d'ailleurs, ils ont un autre sang, etc. Deuxième argument, accusation, propagande à miroir. Si on ne les tue pas avant, c'est eux qui nous tueront. Mais attendez, qui les tuent au moins le premier. Ils n'en ont tué personne. Et on a toujours tué des Tutsis avant même l'attaque du Front patriotique rwandais. Troisième étape, la guerre civile. Mais guerre civile et génocide sont deux. Un peu comme même sur un tout autre plan, droit et justice sont deux. Il y avait un système juridique chez Hitler. Ce n'était pas juste, ce système juridique. Quatrième argument, autodéfense, légitime défense. Mais ils oublient qu'entre violence légale et violence sans loi, la différence est un abîme. Cinquième argument, la thèse de la colère spontanée. Faux, puisqu'on a toujours tué des Tutsis avant la chute de l'avion du président Habyarimana. Chute qui fera, le crash qui fera, la goutte d'eau qui déborde le vase. Sixième argument, la négation pure et simple du génocide. Ah, vous dites qu'on vous a génocidé, vous les Tutsis, mais vous êtes là. Il y a Moukimbili qui tient le crachot avec un micro, c'est un Tutsi. C'est vrai que je n'étais pas au Rwanda. Mais il y en a qui sont rescapés. Il y avait 1 million de Tutsis au Rwanda. Il n'en est resté que un peu plus d'1 million. Il n'en est resté que 300 000. Où sont allés les autres? Où sont allés ceux qui prisaient de l'eau au Marigot avec vous? Où sont allés ceux qui allaient à l'école à pied avec vous? Où sont leurs maisons? On a détruit les photos, on a détruit même leurs maisons. Vous arrivez sur la place de votre ancienne maison, vous ne reconnaissez même pas où était la fondation. Parce qu'il fallait détruire jusqu'au symbole. C'est ça le génocide. Les photos. J'ai une famille, c'est anti-pédagogique de parler de soi. Une famille, voilà. On a 9 enfants, avec des petits-enfants, tous décimés. Nous n'avons heureusement que des photos. C'est par hasard qu'on l'a trouvé dans, etc. Dans les photos. D'une réconciliation sans justice et du devoir d'oubli. Oubliez, réconciliez-vous. Mais non, il faut 3 étapes. 1, établissement de la vérité. 3, justice. Puis, réconciliation. On ne peut pas faire l'économie d'aucune étape. Le double génocide. Vous avez tué, le FPR a tué des Hutus,
au Rwanda, le FPR a tué des Hutus au Congo. Ils se battaient. Tous les chercheurs, à commencer par l'Organisation internationale, l'Organisation des Nations Unies, dit il n'y a aucune intention de génocide. C'est vrai qu'il y a eu des morts, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que l'intention de génocide n'apparaît nulle part dans les offensives menées par le Front patriotique rwandais, tant au Rwanda qu'au Congo. La population était un bouclier pour les génocidaires. On les mettait en avant. Bien sûr qu'il y a des victimes collatérales, mais ce n'était pas un génocide. Le Rwandais, le pouvoir ne pouvait pas aller au Congo pour exterminer les Hutus en laissant des Hutus au Rwanda. Et d'ailleurs, l'armée est composée à les deux composantes. Alors, comme pour ne pas vous prendre tout votre temps, l'hypothèse que je viens de développer est une hypothèse à potentielle valeur universelle, mais aucun événement ne ressemble à un autre. Le génocide anti-juif, l'Holocauste, la Shoah, un génocide industriel. Le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a été perpétré contre les Tutsis du Rwanda, en partie industriel, parce qu'il y avait l'armée,